Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye réaffirme l'engagement de l'État pour une gestion transparente et équitable des ressources pétrolières. Le chef de l'État a été ce mardi à Sangomar, une visite sur la plateforme où les premiers barils de pétrole sont produits. Visite des ouvrages en cours de réalisation. Le ministre El Malick Ndiaye s'est rendu sur les chantiers des autoponts et autoroutes. Les travaux avancent bien selon l'autorité. Également dans l'actualité, la modernisation de l'état civil au Sénégal. Plus de 19 millions d'actes numérisés et indexés. Malgré ces efforts de l'État, le problème persiste toujours. Faute d'actes de naissance, des enfants ratent leurs examens. C'est le sujet de la chronique de Omar Diaw ce soir. Et puis la rubrique culture ce soir est allée à la rencontre de Sidi Diop. Le jeune chanteur sénégalais prépare la nuit sénégalaise. C'est un concert prévu ce 29 juin sur la scène mythique du Zénith de Paris en France. Comme tous les mercredis, vous aurez la lecture du communiqué du Conseil des ministres tout à l'heure avec Aram Dao. Le chef de l'État a visité hier le champ pétrolier Sangomar, un navire flottant de production, de stockage et de déchargement de pétrole situé à 100 km en mer. Sur place, le président Bassirou Diomaye Faye a constaté l'état d'avancement du processus de production de la plateforme dont l'exploitation a débuté le 11 juin dernier au Marning. On atteint le bateau flottant au bout de 2h30 en bateau. Voici le FPSO Léopold Sédar Senghor, du nom du champ pétrolier Sangomar, situé à 100 km au large de Dakar. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, y arrive par la voie aérienne. Après avoir reçu l'échantillon du premier baril au Palais de la République, le chef de l'État vient constater sur place l'état d'avancement de la production. Première étape, un briefing sur le dispositif de sécurité et le cadre contractuel du projet. Le président de la République passe ensuite par la passerelle centrale jusqu'à la tourelle, avec un aperçu général de l'utilisation et de l'utilité des différents modules. Monsieur le Président, nous voici arrivés au niveau de la tourelle. Donc cette tourelle, c'est là où les ombilicaux qui amènent les hydrocarbures qui sont issus du fond marin arrivent au niveau du FPSO. Nous avons 23 puits. Et à la tête de chacune de ces 23 puits, nous avons des arbres de Noël. D'accord, les arbres de Noël qui permettent de faire la sécurisation de ces puits, mais également de faire l'ouverture, la fermeture de ces puits à partir de la salle de commande et de contrôle que nous verrons quand on arrivera au niveau des quartiers d'habitation. Donc, à côté de ces arbres de Noël, nous avons bien sûr ce que l'on appelle des flexibles jumpers qui connectent ces arbres de Noël aux conduites d'écoulement qui sont les flowlines. Donc ensuite, le pétrole transite au niveau de ces conduites d'écoulement, sont connectés par des raccordements aux flexibles qui quittent le fond marin et qui remontent les 850 mètres de profondeur d'eau jusqu'au niveau du FPSO. Donc ces flexibles sont appelés risers. Donc ces risers-là vont rentrer au niveau de la partie géostationnaire, remonter jusqu'au top. Et à partir du top, ils vont être distribués au niveau des suivelles. Donc ce sont ces suivelles-là, puisqu'on a une chambre qui connecte la partie géostationnaire, ces parties pivotantes qui tournent. On aura toujours des hydrocarbures qui vont être injectés au niveau de ces suivelles-là, qui vont être ramenés au niveau du plan. Avec les puits reliés à la tourelle, le brut obtenu est un mélange composé d'huile, d'eau et de gaz. Avec cette torche tout le temps allumée, les générateurs et autres installations brûlent le stock pour séparer le gaz du pétrole et récupérer l'eau qui sera ensuite traitée et reversée en mer. Le pétrole stabilisé est ainsi stocké. Dès que l'équipe production stabilise le produit, nous le recevons au niveau de nos tanks et puis disposés comme ça. On a à peu près 13 tanks disponibles que nous stockons le produit fini et puis prêt à être déchargé au niveau du tandem à l'arrière. Dès qu'un tanker arrive, donc on est prêt à
envoyer le produit au niveau qui va passer au niveau du metering skid. Vous êtes passé là-bas, vous avez ouvert une valve, donc ça va passer de là-bas et puis descendre. Étape essentielle des installations, le module de comptage des hydrocarbures. Après un contact physique avec le dispositif, le président de la République procède à un jeu de questions-réponses qui lui permet de mieux comprendre le mécanisme. On a en ce moment 3 puits qui sont en production, qui sont tous du côté sud. Donc on a SSP 03, SSP 19 et SSP 23. Donc on va prendre l'exemple de SSP 03. Tout commence par ici. Donc on passe à travers une première vanne de sécurité, là. Puis on passe à travers plusieurs vannes et on arrive ici, on a un débitmètre qui est très important et qui nous donne une idée de tout ce qu'on produit en termes de gaz, en termes d'huile et en termes d'eau. Donc, sortant de chaque puits, on sait exactement la quantité qu'on est en train de produire à travers ces puits. À partir de là, on passe à travers un système de tuyaux qui se trouve dans le fond marin. Donc, l'huile suit ce cours-là jusqu'au niveau de la tourelle. Après le premier baril extrait le 11 juin dernier, la première phase de production est dans un tournant important. La première cargaison commerciale est attendue début juillet, d'après les prévisions. Le président Bassirou Diomaye Faye s'en réjouit. L'autre motif de fierté du chef de l'État est la présence remarquable et remarquée de l'expertise sénégalaise dans la réalisation de ce projet d'envergure. Des jeunes dévoués et engagés qu'il a félicités et encouragés au nom de la nation sénégalaise. Le chef de l'État se veut lucide, bien qu'étant satisfait de la visite. Le président Bassirou Diomaye Faye rappelle que les ressources tirées de cette exploitation seront gérées au profit des générations actuelles et futures, avec notamment une orientation vers le développement d'autres secteurs. Je vous propose d'écouter le président de la République. Il est au micro d'Omar Ning. C'est un tournant particulier pour le pays. Nous l'avons longtemps cherché, on va dire qu'il est enfin là. Nous y attendons des ressources. Mais les ressources que nous en attendons, c'est des ressources qui doivent être orientées vers le développement d'autres secteurs. Je veux rester lucide et dire que ce qui en sera tiré, quelle que soit la proportion, et nous en attendons une proportion juste par rapport à ce qui est déjà signé et ce que nous pouvons rattraper, que ce sera administré au profit des générations actuelles et des générations futures, et ce sera administré par le gouvernement en bon père de famille. Mais c'est l'occasion pour moi de saluer l'investissement, les voyages, les longues nuits, la pugnacité de tous ceux qui ont cru en l'existence de cette ressource dans les tréfonds de nos océans et qui, des années et des années, ont promu les blocs qui ont fait l'objet de recherches, qui ont fini par être productifs. Et saluer après eux les générations qui ont la charge de prendre le flambeau à partir de la production, de l'exploitation, qui doivent veiller sur les intérêts du Sénégal sur ces plateformes et sur d'autres plateformes, et sur ceux qui doivent administrer la ressource, quel que soit le niveau de responsabilité et d'intervention de ces personnes-là. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre et ses collaborateurs du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines pour la rapidité d'adaptation et la veille permanente sur les intérêts du Sénégal dans le cadre des discussions notamment liées à l'audit des coûts pétroliers. Et féliciter le partenaire Woodside qui a fait cet investissement-là qui est important, qui doit en attendre le juste retour, comme le peuple sénégalais est en droit d'en attendre, de tirer le meilleur profit, et qui, parce qu'on lui a proposé un partenariat serein dans le cadre duquel il entend bien évoluer, a à cœur d'investir dans d'autres secteurs et sur lesquels nous l'accompagnerons comme des autorités d'un pays stable, d'un pays
partenaire sûr, d'un pays partenaire fiable, ouvert et engagé dans le respect mutuel et dans le bénéfice mutuel, à tirer le meilleur parti de ses ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les générations actuelles et les générations futures. L'actualité, c'est aussi la rentrée pour le Conseil économique, social et environnemental. Les nouveaux conseillers ont été installés ce mardi. C'était en présence du ministre de la Fonction publique du Travail, chargé des relations avec les institutions. Mamadou Sakine. Ambiance de rentrée au Conseil économique, social et environnemental. De nouveaux conseillers comme Malal Talla ont été installés dans leurs fonctions. Au total, 80 titulaires et 40 membres associés ont été nommés par décret numéro 2024-736 du 18 mars 2024 par le président Macky Sall. Après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des membres du CSE, le président Abdoulaye Daouda Diallo les a exhortés à se mettre rapidement au travail. Il les invite à jouer véritablement le rôle de conseiller du gouvernement et des pouvoirs publics sur toutes les questions liées à l'économie, au social et à l'environnement. Abdoulaye Daouda Diallo a aussi remercié le président de la République, son premier ministre, pour la confiance placée en eux. Le ministre de la Fonction publique du Travail a salué le rôle important que le Conseil économique joue dans le dispositif institutionnel. La mise en place du bureau du CSE est prévue ce mercredi, marquant ainsi la clôture de l'ordre du jour de la session extraordinaire. Producteurs, commerçants, importateurs, aucun acteur ne devrait être lésé dans le cadre de la baisse des prix des denrées de première nécessité, déclare le ministre de l'Industrie et du Commerce, invité du magazine Le Point avec Ousmane Garifay. Dr Serigne Gueye Diop rappelle que l'État a mis en place une enveloppe de 75 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la mesure. On l'écoute. Personne ne sera lésé. L'État va mettre à disposition une enveloppe budgétaire de 53,7 milliards de francs qui n'était pas prévu dans le budget, mais le peuple sénégalais est fatigué. Et dans ce cas, il faut absolument trouver le pour le faire. Et on a même voulu, pour certaines denrées qui n'étaient pas tout à fait prévues, ajouter encore 14 milliards, n'est-ce pas? Donc finalement, l'État a prévu une très grosse enveloppe de plus de 75 milliards pour arriver tout simplement à satisfaire les consommateurs, mais aussi à ne pas faire subir cette perte-là uniquement aux producteurs. Donc vous avez respecté toutes les étapes des concertations qui devaient se tenir en amont, vous l'avez fait, et qu'est-ce qui explique ce volte-face au dernier moment de ces manières qui... Voilà, je viens juste de les recevoir. Je crois qu'il y a une incompréhension. Je crois qu'il y a eu peut-être un manque de concertation d'abord entre eux. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes rencontrés, nous nous sommes bien expliqués. Ils ont bien compris aussi que l'État a des urgences parce que justement le peuple sénégalais a besoin justement de ces mesures-là. Ils nous ont encore réaffirmé leur solidarité par rapport aux décisions de l'État. Ils ont soulevé 3 questions essentielles. La première, c'est, qui sont légitimes, hein. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos stocks de blé et de farine. Ouais, mais là, vous allez évaluer et contrôler les stocks en cours. Déjà. Exactement. Nous leur avons dit que tous ces stocks que vous avez déjà, en réalité, l'État va prendre en charge les droits de douane qui étaient déjà payés par rapport à ce stock-là, que vous devez utiliser pour la production de blé. Il n'y a pas de problème pour ça. Quand il s'agira de TVA, nous allons avoir la même chose. Pour les bateaux qui viennent aussi, qui sont encore en mer, qui doivent venir, on doit faire une note à la douane pour leur dire que ces bateaux ne vont plus payer ces droits de douane-là. Bref, c'est le temps du dialogue maintenant. Le point sur la baisse des prix et la politique industrielle et commerciale de l'État du Sénégal à suivre après ce journal. Développement des infrastructures terrestres, le ministre Malick Ndiaye en tournée d'inspection sur les chantiers des autoponts, du front de terre, du TER, de la nationale 1, de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack et de la route Sandiara-Ndiaganiao. L'avancement de tous ces projets est jugé satisfaisant. Amadou Diallo. Une procession sur un ouvrage en phase de finition. L'exécution des travaux de l'autopont de front de terre est à plus de 75%. Les aires aménagées occupent une surface de 10 000 m². L'autopont va améliorer la mobilité urbaine, particulièrement dans le croisement Bourguiba-Front de Terre. Nous avons démarré par le pont du Front de Terre, l'autopont. Les travaux avancent bien. L'UTT peut-être les travaux de la SONES. Peut-être aujourd'hui le pont serait déjà livré.
Mais ils sont en train d'accélérer. Nous pensons que d'ici 2 à 3 mois maximum, le pont sera livré. Et je pense que ça va soulager les citoyens de Dakar. Nous nous rendons ensuite à Diamniadio. Là, les travaux des autoponts de la Nationale 1 et du TER avancent à un rythme soutenu. Respectivement de 231 mètres et de 557 mètres, ils vont être livrés en septembre et novembre 2024. Nous avons aussi visité le pont, ou les 2 ponts, je dirais, de Diamniadio, surtout celui qui connecte le pôle urbain, le garage des gros porteurs, le marché d'intérêt international. Les travaux aussi avancent bien là-bas parce que c'était un peu spécifique avec le passage du TER, mais ce que nous avons noté est globalement satisfaisant. Nous quittons Dakar, direction l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Ici, le délai de livraison prévu en janvier 2026 va être réduit. Ensuite, nous avons pris l'autoroute Mbour-Kaolack, disons, qui est sur un linéaire de 100 km. Ça avance très bien et probablement ils vont livrer avant date même, comme ils l'avaient fait pour Ila Touba, ce qui est formidable parce que c'est en quelque sorte une autoroute qui va desservir plusieurs régions, mais surtout qui va réduire le taux d'accident particulièrement. Et nous sommes même en train de réfléchir comment prolonger sur Tamba, car c'est la zone la plus accidentogène. La délégation s'est également rendue sur la route Ndiaganiao-Sandiara d'une longueur de 14 km. Ces travaux de bitumage et de réhabilitation entrent dans le cadre du PSD, programme spécial de désenclavement de l'État du Sénégal. Et donc les travaux ont repris et nous pensons qu'au moins le tronçon Ndiaganiao-Sandiara sera livré peut-être dans 3-4 mois. La visite s'est achevée sur le viaduc de Fatick dans le cadre de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack. Le pont qui va y être érigé va permettre la continuité des activités d'exploitation du sel le long du fleuve Sine Saloum. On s'intéresse à toute autre chose à présent. Plusieurs variétés de drogues incinérées. Ce mercredi, ces stupéfiants ont été saisis entre 2022 et 2024. Contre-valeur estimée à environ 400 et 700 milliards de francs CFA. L'activité entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Moussa Mané. Tour à tour, ils jettent les paquets contenant de la drogue dans le fourneau dont la température s'élève à plus de 1000 degrés. À travers cet acte, les acteurs de la lutte contre la drogue au Sénégal procèdent ainsi à l'incinération de quantités importantes de variétés de drogue, parmi lesquelles on peut citer. Pour le chanvre indien, nous avons 3329 kg, 972. Pour le skunk, qui est une variété de chanvre indien, le poids est de 2 kg 190. Pour la cocaïne, nous avons 7552 kg, 326. Pour l'héroïne, nous avons 901 grammes. Pour le hashish, donc nous avons un poids de 56 kg 105. Pour l'ecstasy, nous avons 7251 pilules. La méthamphétamine fait 900 grammes. Le couche, 122 kepa. Le crack, 391 grammes. La kétamine, 4500 kg. Les substances psychotropes diverses, particulièrement le rivotril, le diazépam et le temesta, 2644 comprimés. Ces saisies cumulées ont été opérées par la douane, la gendarmerie, la police et la marine nationale. Des quantités qui concernent que la région de Dakar et couvrant la période entre juin 2022 et juin 2024. Pour le directeur de l'OCRITIS, difficile de donner une valeur financière à ces quantités de drogue. Elle est difficile de globaliser, nous pouvons l'estimer entre environ 400 et 700 milliards de francs CFA. Pour la provenance, nous savons ces différentes variétés de drogue ont souvent pour chacune des zones où la production se fait le plus. Pour la cocaïne, nous savons que ça vient de l'Amérique du Sud. Naturellement, la quantité la plus importante est passée par la voie maritime.
mais il y a également d'autres saisies qui ont été opérées sur le vecteur terrestre. Pour les autres types de drogues, notamment le cannabis, c'est cultivé au Sénégal, mais ainsi que dans d'autres pays de la sous-région. Et les produits saisis proviennent généralement donc de la sous-région, disons du Sénégal et des pays limitrophes. Cette activité entre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Au Sénégal, les autorités étatiques ont décidé d'en faire une semaine. Des moments durant lesquels plusieurs activités seront menées pour sensibiliser les citoyens sur les effets néfastes des drogues. C'est l'occasion de remercier et de féliciter l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui individuellement, ensuite collectivement, appuient de manière inlassable à couper toutes les routes qui mènent vers ce trafic illicite, voire criminel de drogue. N'eût été leur mobilisation et leur dynamisme, le Sénégal serait certainement au foyer où le trafic de drogue serait présent. Vouloir transformer le Sénégal en pays de trafic de drogue s'opposera forcément à la résistance donc, de ces hommes et ces femmes, de la défense et de sécurité, qui veillent pour que le Sénégal ne soit pas de narcotrafic. En mettant ces fourneaux à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la SOCOSIM participe à sa manière dans le cadre de la RSE à la lutte contre la drogue au Sénégal. Au-delà de l'incinération, des panels, des rencontres sont organisés autour de la question par différents acteurs impliqués dans la lutte. L'examen du certificat d'études et de l'entrée en 6e s'est terminé aujourd'hui. Cette évaluation constitue le premier filtre sur le parcours des apprenants. Le système éducatif est parsemé de haies que tous ne franchissent pas. Et au-delà des épreuves, une autre équation se pose à de nombreux candidats. La reconnaissance à l'état civil, entrée en 6e et certificat d'études primaires, le début du marathon. C'est une chronique signée Omar Diaw. L'entrée en 6e est le certificat de fin d'études élémentaires. Les premières aides du système éducatif fait d'une suite d'obstacles parsemant un long chemin. Mais quand on a entre 11 et 13 ans, passer un examen est tout autre chose au plan psychologique. À chaque étape de la croissance et de la maturation, ses réalités, ses certitudes et ses angoisses. Cet examen initiatique est déterminant dans la suite de la carrière du candidat. Combien de jeunes ont déposé les armes après un échec à une certaine époque où cette évaluation était un concours? Seuls les meilleurs étaient retenus pour entrer dans les 6e d'un nombre réduit de lycées et de collèges. Et 5 petites fautes en dictée vous éliminez immédiatement, même avec un 60 sur 60 en opération et problème. Aujourd'hui, les choses ont changé. On peut faire un panier de fautes sans craindre l'élimination honteuse. Et puis les établissements d'enseignement moyen et secondaire ont essaimé à travers tout le pays. On ne quitte plus le sud-est pour aller faire son lycée à Saint-Louis ou à Dakar dans des conditions d'accueil parfois misérables, si on n'avait pas la grosse chance de faire partie des internes. Ces exils scolaires facteurs d'échec ont encore la mémoire de bien des gens. Les temps ont changé, les 2 examens sont couplés, ce qui fait économiser du temps et de l'argent. Mais l'équation de l'état civil reste entière. Pour la session 2024, ils sont quelques 70 000 à ne pas avoir d'extrait d'acte de naissance, un chiffre en hausse comparé à l'année dernière. L'État a pris la mesure salutaire de les laisser composer en attendant. Cette anomalie est incompréhensible et doit être vite corrigée par les familles et les services chargés de l'inscription juste à l'état civil. On le sait, les déclarations tardives de naissance donnent un âge approximatif, fictif, qui prive d'horoscope et d'anniversaire réel. Et justement, numérisation de l'état civil, le Sénégal a fait des progrès notables. Plus de 19 millions d'actes sont déjà numérisés et indexés. C'est dans le cadre du programme NECAL. Son but, contribuer à améliorer le système d'enregistrement des faits d'état civil. L'initiative va être élargie pour de meilleurs résultats. Salut Sec. La réunion du comité de pilotage est une occasion pour faire le point de l'état d'avancement du programme NECAL. Aujourd'hui, il est dans sa phase active de digitalisation. Plus de 19 millions d'actes d'état civil sont déjà numérisés et indexés. Une bonne partie accessible à partir du registre national d'état civil qui centralise l'ensemble des données d'état civil de toutes les collectivités territoriales du Sénégal avec l'application de gestion de l'état civil. Avec la mise en place prochaine de la plateforme de services tout usager, qu'il soit au Sénégal ou à l'étranger,
Ainsi, le Sénégalais aura la possibilité de demander des documents d'état civil sans se déplacer. 400 centres d'état civil sont désormais interconnectés et 450 personnels ont été formés à l'utilisation de l'application. Pour ne citer que ces quelques exemples des nombreuses réalisations, bien entendu, il reste encore beaucoup à faire sur cette dernière ligne droite. La finalisation de la construction et la rénovation des centres d'état civil et leur réception, l'interconnexion des centres restants et leur mise en service, la suite du déploiement de l'application de base sur l'ensemble des centres concernés, l'adoption du projet de loi relatif à l'informatisation de la gestion de l'état civil. Mise en œuvre avec l'appui de l'Union européenne, la modernisation de l'état civil est inscrite au cœur de l'action du gouvernement, selon le ministre. Des progrès sont notés avec l'élaboration d'une stratégie nationale de l'état civil et le renforcement des infrastructures. Une première au Sénégal. La stratégie est budgétisée autour de 68 milliards de francs CFA. Sa mise en œuvre garantira au Sénégal un état civil moderne et sécurisé. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je vous demanderai de contribuer davantage au financement de ce référentiel de l'état civil. Je lance aussi un appel à l'ensemble des partenaires au développement à soutenir dans le cadre du financement la stratégie nationale de l'état civil. Malgré ces avancées, des défis restent à relever. Des défis qui sont tous identifiés et pris en compte dans la stratégie nationale de l'état civil élaborée dans le cadre du programme NECAL. C'est pourquoi je demande à l'Agence nationale d'état civil de travailler sur la formulation d'un NECAL 2 pour pérenniser les acquis, poursuivre les actions déjà entreprises, mais surtout élargir le champ d'intervention, notamment dans l'offre digitalisée de services publics, comme nous l'a demandé le président de la République. L'objectif donc des autorités est de construire un état civil robuste qui répond aux besoins de tous les Sénégalais. Et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales en grève cet après-midi devant les grilles de la RTS. Ces agents exigent une application juste des textes de la fonction publique locale. Nous écoutons le président de l'intersyndicale, Daouda Badiane. Aujourd'hui, on avait fait appel à une marche pour décliner une partie de notre plan d'action, qui est consécutif à la grève qui a été observée dans les collectivités territoriales depuis près de 2 ans. Et nous avons toujours considéré que l'intersyndicale a eu une posture républicaine. Parce que nous nous demandons aujourd'hui que la satisfaction d'un droit qui nous a été octroyé par les lois et règlements de ce pays, par la construction d'abord de ce pays-là, par un statut. Lequel statut? C'est la loi 2011 du 30 mars 2011 qui dit textuellement en son article 29 que tous les avantages accordés aux agents de l'État sont accordés d'office aux agents des collectivités territoriales. Ça aussi, c'est un message que je veux délivrer aux autorités de ce pays-là. Dans l'histoire du Sénégal, depuis que le Sénégal est indépendant, toutes les augmentations qui ont été opérées dans le secteur public ont bénéficié aux agents des collectivités territoriales du Sénégal. On ne réinvente pas la roue. Aujourd'hui, on a un statut qui nous est propre. Un statut qui est équitable et pareil au statut de l'agent de l'État de niveau équivalent. C'est ça que nous demandons. Aujourd'hui, on a fait appel à une manifestation de marche. Ça n'a pas été autorisé. Dakar accueille la réunion des partenaires du consortium Europe-Afrique sur la médecine personnalisée, peu connue sur le continent. Cette rencontre vise à mieux vulgariser cette pratique qui permet une meilleure prise en charge des patients à travers le développement de nouvelles méthodes de prévention. Deiko Bandiaï pour le compte-rendu. Appelée médecine de précision ou médecine du futur, la médecine personnalisée est utilisée dans beaucoup de pathologies. À travers cette rencontre, l'IRSF et le consortium Europe-Afrique mutualisent leurs connaissances pour une meilleure appropriation du sujet. L'objectif, c'est de faire le point sur les avancées de la médecine personnalisée en général. C'est de faire les points également sur les possibilités de partenariat entre l'Europe et l'Afrique, mais surtout entre Africains. Le continent africain est un continent où il y a la plus grande diversité génétique. Donc si on veut mieux comprendre les maladies, mieux traiter les maladies, développer des médicaments qui soient plus efficaces parce qu'elles prennent en compte la diversité des populations dans le monde, puisqu'il y a aussi une diaspora. Donc dans cette perspective-là, une perspective de santé globale, il est important d'avoir des coopérations avec l'Afrique.
Devenu incontournable dans la prévention, le traitement et le suivi des maladies comme les cancers et de plusieurs maladies infectieuses et métaboliques, il s'appuie sur beaucoup d'outils tels que la génétique, la génomique et la bioinformatique. Le concept, c'est qu'elle allie plusieurs facteurs. Donc c'est un changement de paradigme parce que je donne un exemple très simple. Dans le cas de certains traitements, comme dans les cancers, avant on pouvait donner un médicament pour traiter une maladie. Mais on s'est rendu compte qu'il faut être beaucoup plus précis, par exemple pour déterminer le profil génétique, pour déterminer différents facteurs, pour pouvoir donner le médicament spécifique. Il ne faut pas juste donner un médicament pour espérer traiter certaines formes de cancer. Et ça c'est une médecine aussi qui fait intervenir beaucoup de nouvelles technologies, mais également beaucoup de données sanitaires. Et c'est ça, cette médecine personnalisée. Cette rencontre de Dakar est la 3e du genre, après le Kenya et l'Afrique du Sud. À l'issue de la réunion qui se tient durant 2 jours, une déclaration dite de Dakar devrait sanctionner les travaux. Au chapitre santé, toujours la prise en charge intégrée du patient. Quelle stratégie de collaboration entre les professionnels? C'est le thème de la 10e édition du Salon international du médicament. L'événement réunit à Dakar les professionnels de la santé, le secteur privé et les décideurs. Ils vont échanger sur des solutions innovantes pour garantir un accès équitable à des soins de qualité pour tous les citoyens africains. Fanta Badji pour le compte-rendu. Promouvoir le médicament et le rendre accessible à tous. La question intervient dans un contexte de relance de l'industrie pharmaceutique locale et de quête de souveraineté. Les professionnels du médicament invitent à une révolution sanitaire pour améliorer la prise en charge des patients et valoriser le secteur. Garantir qu'aucun enfant, aucun Africain ne soit laissé en compte. Que chaque jeune ait accès aux soins dont il a besoin pour s'épanouir. Le salon Sainte Pharma est non seulement une plateforme de partage d'expériences, de défis et de succès, mais aussi une occasion de tisser des partenariats, de renforcer notre collaboration et de formuler des recommandations concrètes pour l'avenir. Le Salon international du médicament, c'est des laboratoires, des universitaires, des professionnels de la santé, des étudiants, en somme, des acteurs du monde de la pharmacie pour faire face aux enjeux et défis. Le pharmacien doit aujourd'hui être vu autrement, aussi bien par les autorités que par les populations, pour comprendre en quoi consiste sa mission, qui, au-delà de l'accompagnement, au-delà de la mise en place, la mise à disponibilité des médicaments, intervient par rapport au souci de l'épanouissement du patient. Il ne s'agit pas de se limiter à la construction de nouvelles infrastructures ou encore à l'augmentation des ressources. Il est également nécessaire de miser sur l'intégration de la technologie, la promotion de l'innovation et l'amélioration continue des compétences de nos professionnels de santé. Pour cette 10e édition, il est prévu des ateliers pratiques autour des innovations sanitaires, de la digitalisation des services et de l'interconnexion des spécialistes au profit du patient. Le forum est aussi une opportunité pour les acteurs du médicament de faire le point sur leur profession et la réglementation des officines. La régulation pharmaceutique est l'élément moteur. Quel est le produit, comment le produit a été sélectionné, il faut qu'on s'y comprenne. Et aujourd'hui, nous l'avons mis sur un site qui vous permet de voir l'ensemble des produits du Sénégal qui ont l'AMM avec leur code CIP. Vous faire connaître également l'essai clinique. L'essai clinique, c'est les innovations dans la production, dans un contexte de relance de notre industrie pharmaceutique. Et à côté de cela, sur un projet de stérilisation qui nous permet de tracer l'entrée du produit depuis le système Orbis jusqu'au niveau de l'utilisateur. Avec une inspection pharmaceutique qui vous est adressé dans la prise en charge, la gestion des stocks que vous gérez, mais surtout dans le respect de notre réglementation, accompagné d'une pharmacovigilance et de l'ensemble des vigilants. Ce forum est un cadre de formation continue pour la relève, au CICAD où se tient le Salon international du médicament, une exposition des laboratoires et autres partenaires, des rencontres B2B entre opérateurs économiques, institutions financières et secteur privé.
Le Premier ministre Ousmane Sonko ne peut pas faire sa déclaration de politique générale devant les députés tant que l'actuel règlement intérieur de l'Assemblée nationale est en vigueur. Cette assertion est du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Ses membres étaient en conférence de presse cet après-midi. Dame Silla pour le compte-rendu. En conférence de presse, les membres du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ont attaqué le règlement intérieur édition juillet 2021 de l'Assemblée nationale. Selon le président du groupe, le document est plein de manquements. Depuis septembre 2012, notre installation, on nous a distribué un règlement intérieur, le voici, qui est intitulé Règlement intérieur, Assemblée nationale, Règlement intérieur, édition juillet 2021. C'est ce règlement intérieur qui a été distribué à tous les 165 députés. Et après avoir analysé le règlement intérieur, après l'avoir consulté, nous avons constaté que cette édition de juillet 2021 est une fraude à la loi et porte une atteinte grave à la Constitution, aux lois de la République et aux prérogatives constitutionnelles de l'Assemblée nationale. Puisque cette version, cette édition-là ne correspond pas au texte actuellement en vigueur. Toujours selon Aïb Dafé, lors de la suppression du poste du Premier ministre en 2019, certaines lois et dispositions du règlement intérieur étaient carrément élaguées du document, parmi elles, celles qui portent sur la déclaration de politique générale. Je vous donne quelques exemples, 3 exemples notamment. À l'article 3 de cette loi d'octobre 2019, on dit qu'au titre 3 sont abrogées les dispositions des articles 97, 98 et 99. En conséquence, sont supprimés les chapitres 22, 23 et 24 du règlement intérieur. Voici ce que dit la loi d'octobre 2019. Et depuis cette date, il n'y a aucune autre loi qui a été prise pour modifier le règlement intérieur. Donc normalement, dans le règlement intérieur, les articles 97, 98, 99 anciens ne doivent plus être retrouvés parce qu'ils ont été supprimés. Les chapitres dont on te parle également ne doivent plus être retrouvés dans ce règlement intérieur-là puisqu'ils ont été abrogés. De coutume, au Sénégal, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant les parlementaires 100 jours après sa nomination. Mais avec le règlement intérieur actuel de l'Assemblée nationale, rien ne l'oblige à le faire, selon le porte-parole du jour du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Actuellement, il n'y a aucune disposition dans le règlement intérieur qui permet d'organiser, de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale, d'une motion de censure et d'une question de confiance. Vous allez me dire, oui, mais c'est prévu dans la Constitution. Bien sûr, c'est prévu dans la Constitution. La Constitution, le constitutionnaliste, le législateur constitutionnel a fait son travail. Mais celui qui n'a pas fait son travail, c'est nous, en tant que parlementaires, de réviser le règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle restaurant le poste de Premier ministre. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi se dit plus que déterminé à jouer son rôle dans la transformation systémique du Sénégal. Il s'engage à instaurer une assemblée de rupture qui participe à la matérialisation du projet Djoub Djoubal Djoubanti. Nouvel épisode de notre série de reportages au Rwanda. Focus ce soir sur les 2 autres candidats qui défient le président Paul Kagame. Qui sont-ils? Leur programme et chance de remporter cette élection? On voit tout cela avec notre envoyé spécial René Massiga-Diouf qui a rencontré le journaliste et politologue rwandais André Gakiwa. Voici son reportage. 2 autres candidats font face au président sortant du Rwanda, le Dr Frank Habineze du Green Party, les Verts, et Philippe Payimana, candidat indépendant, des prétendants au fauteuil présidentiel dont les actions sont noyées par la vague déferlante du Front patriotique rwandais. Nos nombreuses sollicitations pour couvrir leurs activités ou les interviewer sont restées lettres mortes. Pour connaître leur programme, nous avons accueilli le journaliste et politologue André Gakwaya. Il est spécialiste de la politique intérieure du Rwanda et dirige l'agence de presse Rena News. Green Party et Habineza Frank, il est coriace et depuis le début, il a affronté beaucoup d'obstacles, des gens qui ne voulaient pas entendre parler d'une certaine opposition. Mais il a continué, par après son parti a été agréé. Philippe Mbaïmana, c'est un candidat indépendant et
qui a même fait la compétition au dernier mandat. Il était là. Pour nous, les Rwandais, on n'était pas habitués à voir quelqu'un, un indépendant qui s'aventure comme cela. Les deux candidats sont restés quasiment à quai dans cette campagne électorale. Aucun signe visible d'activité, sans trace ni affichage, encore moins un rassemblement. Leur présence dans les médias et les supports de communication de masse se limite à l'occupation du temps d'antenne qui leur est réservé sur la télévision publique. Le candidat Maïmana, il réunit quelques femmes et quelques jeunes que vous pouvez compter du bout des doigts. Même le candidat de Green Party, quand vous considérez les gens qu'il réunit sur des sites, c'est difficile qu'ils puissent égaler le FPR. Le FPR, c'est l'ensemble du peuple. Autrement dit, après le génocide, les Rwandais veulent un dirigeant qui les guide, les oriente vers le bien, massivement, tous ensemble. Tandis que cette façon de se perdre dans différentes parties, c'est gaspiller ses énergies inutilement. Donc, ils préfèrent travailler ensemble de manière compacte pour construire le pays. Et c'est cela qui confère une grande popularité à Kagame. Les deux se présentent pour la deuxième fois face au président Kagame. Faire adopter leur programme politique va relever d'un véritable parcours du combattant. Il veut surtout des postes de députés et de sénateurs dans le prochain Parlement. Retour chez nous avec les préparatifs du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké. Toutes les dispositions sont prises pour une réussite totale. Un CRD s'est tenu à la gouvernance de Diourbel avec l'ensemble des secteurs intervenants dans cet événement religieux prévu le 9 juillet prochain. Santé, assainissement, hygiène, sécurité ont été les principaux secteurs abordés. Abibou Mbaye pour le compte-rendu. Le Magal d'un imam qui a fait honneur à l'islam et au mouridisme. Serigne Abdou Khadre Mbacké, 4e khalife général des Mourides. L'affluence que connaîtra Touba le jour de la célébration, ce 9 juillet, mérite que d'importantes mesures soient prises pour un bon déroulement. Nous avons fait le tour des différents secteurs dans le domaine sanitaire. Donc la direction régionale de la santé mettra en place 5 postes médicaux avancés et qui seront dotés de 4 ambulances, mais surtout renforcer ces services sanitaires en médicaments pour la prise en charge correcte donc des pèlerins. Donc la brigade régionale d'hygiène en collaboration avec la commune de Touba Mosquée va procéder à la désinfection de 150 concessions, mais qui seront identifiées par le comité d'organisation. Le comité d'organisation a prévu une journée phare, à savoir le 5 juillet, qui sera dédiée au nettoiement donc, de la ville sainte de Touba. Et dans le cadre de la sécurité des personnes et des biens, la police et la gendarmerie donc, je pense, vont prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer donc, une bonne sécurisation de ce Magal, mais également la période pré-Magal et l'après-Magal. La famille de Serigne Abdou Khadre Mbacké, par la voix de Serigne Sidi Mbacké Abdou Khadre, conduisant la délégation venue de Touba, s'est réjouie des dispositions prises et cette satisfaction a été fortement exprimée, évoquant par ricochet la dimension de l'homme célébrée ce 9 juillet à Touba. Nous notons l'engagement et la détermination pris par les autorités et les services techniques pour l'accomplissement des tâches qui sont allouées durant le Magal. Vous savez que le 9 juillet prochain, Inch'Allah, nous célébrons la naissance de l'imam Khalif, qui a consacré toute sa vie à adorer son Créateur et à aider son prochain. Sa vie se résume en un seul mot, il incarnait la rectitude morale, al-istikhama. Serigne Abdou Khadre Mbacké représentait la sunna personnifiée. Nous appelons l'ensemble des musulmans à venir communier avec nous pour la célébration du Magal Serigne Abdou Khadre Mbacké. Touba qui s'apprête à célébrer la naissance de celui appelé affectueusement l'imam des imams. Rendez-vous est donc pris pour une communion et une ferveur à la dimension de l'homme de Dieu. Je vous le disais en titre, Sidi Diop sera au Zénith de Paris ce 29 juin. Une première pour l'artiste en collaboration avec Soubatel. C'est en 2017 que le chanteur s'est révélé au public avec la sortie de son premier album Dortel. Dans la rubrique culture de ce soir, Oumou Kalsoum Sall revient sur la carrière de Sidi Diop, une des étoiles montantes de la musique sénégalaise. Regardez. Se produire au Zénith après 7 ans de carrière sonne comme une consécration pour l'auteur de Djabira.
Ça montre que Sidi Diop a beaucoup travaillé. Parce qu'au début, j'ai commencé dans les cérémonies officielles, les baptêmes, les mariages, les symboles, comme on le dit chez nous, Bapat, etc. Donc 5 ans, 6 ans avec un seul album. L'autre album vient tout juste de sortir ce 10 juin. Donc avec un seul album, Sidi Diop fixe une grande date. Au Zénith de Paris, je pense que Sidi Diop a beaucoup travaillé. Faire le plein de cette salle mythique de près de 7000 places, un défi pour Sidi Diop qui promet un spectacle de feu. Et je pense que les Sénégalais attendent le véritable bête de scène. Comme le dit tout le temps les fans, Sidi Diop est une véritable bête de scène. Donc je pense que là, ils sont en train de m'attendre avec impatience. Donc il y aura du show, il y aura des spectacles, il y aura beaucoup de surprises. Donc il faut venir tôt. Il faut venir. C'est en 2007 que le jeune artiste sort son premier album d'Ortel, une production qui va le propulser vers les sommets. Je vais continuer à travailler parce que là, je sens que je n'ai pas le droit à l'erreur. Donc, ce que je sens, c'est de la fierté. Sidi Diop a débuté avec 0. Donc, aujourd'hui, je fais partie des artistes renommés dans ce pays, mon cher pays Sénégal. Donc, je suis respecté par tous les artistes. Dans son deuxième album, Sekisaka, sorti ce mois-ci, Sidi Diop s'ouvre à des genres musicaux autres que le mbalax. Je suis en train de faire un peu d'études d'international pour un peu élargir ce que je fais. Je fais des featuring. J'ai fait des featuring avec des artistes africains comme Sidiki Diabaté. On est en train de préparer quelque chose à côté, Soulbanks de Guinée, Didi de Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ça me permet un peu d'être plus connu au niveau international. Ce samedi 29 juin, de grands noms de la musique sénégalaise seront de la partie. Le Zénith, un test grandeur nature pour Sidi Diop, promis à une belle carrière. De la culture, nous passons au sport avec les championnats d'Afrique d'athlétisme à Douala au Cameroun. Le Sénégal a obtenu une 3e médaille d'or cet après-midi avec Salissar au triple saut. Elle a fait un saut de 14,6 m au relais 4x400. Par contre, notre pays n'est pas monté sur le podium. Mais avant cela, Aram Dao est sur le plateau pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Aram, c'est à toi. Merci Mariama. Rebonsoir. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 26 juin 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. Le président de la République a entamé sa communication par la présentation de ses meilleurs vœux au Conseil à l'occasion de la Tabaski. Il a félicité le gouvernement pour toutes les mesures et dispositions prises au profit des populations en vue du bon déroulement des célébrations de cette fête sur l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a salué l'application dès le 24 juin 2024 de la baisse des prix de certains produits et services de consommation courante. Il a relevé les efforts budgétaires importants consentis par le gouvernement pour assurer cette baisse significative. Le président de la République a demandé au gouvernement de poursuivre les concertations avec l'ensemble des acteurs économiques impliqués, les meuniers et les boutiquiers en particulier, en vue d'une application rigoureuse sur l'ensemble du pays des prix des produits homologués. Le président de la République a demandé au Premier ministre de travailler à l'élaboration d'une loi sur la souveraineté économique afin de mieux protéger les entreprises des secteurs stratégiques et de donner au gouvernement un droit de regard plus soutenu sur les modifications pouvant intervenir dans le capital. Le chef de l'État a indiqué au Premier ministre la nécessité d'accélérer la transformation locale des produits agricoles par l'industrialisation, la promotion du consommé local et la modernisation du commerce de proximité
avec les boutiques et magasins de référence. Il s'agit aussi, selon le président de la République, de mettre en branle une politique cohérente de maîtrise des prix des produits de grande consommation avec le recours à court terme à l'option des appels d'offres en ce qui concerne les approvisionnements du pays en produits alimentaires essentiels et hydrocarbures principalement. Pour le chef de l'État, la souveraineté alimentaire du Sénégal passe par la relance de l'industrie nationale qui demeure une priorité de l'action gouvernementale. La souveraineté économique du Sénégal devra reposer sur la valorisation du potentiel industriel national et la densification du tissu industriel en grandes, petites et moyennes industries. Dès lors, il a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de l'industrie et de l'économie de mettre en œuvre un programme national de restructuration et de réhabilitation du tissu industriel. La vision de territorialisation de la politique industrielle s'articule autour d'une dynamique soutenue de développement de la formation professionnelle et technique, de promotion de la recherche et des transferts de technologies, de spécialisation des régions en pôles industriels attractifs et de création d'emplois locaux. Le président de la République, sous ce rapport, a demandé au Premier ministre de superviser la montée en puissance rapide des agropoles et des zones économiques spéciales ZES. Ces entités d'impulsion doivent concourir dans la complémentarité à l'accélération de l'industrialisation du Sénégal. Le chef de l'État a appelé le Premier ministre à préparer avec les ministres concernés et les acteurs du secteur privé une stratégie consensuelle d'accompagnement et d'incitation fiscale et foncière pour améliorer la compétitivité des industries locales et leur potentiel effectif d'exportation et de création d'emplois. Le président de la République a indiqué l'urgence de maîtriser le répertoire des entreprises industrielles du Sénégal avec les emplois réels annoncés et les bilans sociaux révélés. Cet exercice de recensement exhaustif et de transparence permettra à l'État de mieux cibler ses interventions pour la promotion d'un secteur privé national fort, encadré et soutenu. D'ailleurs, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de préparer d'ici la fin de l'année, avec l'ensemble des acteurs impliqués, un projet de loi de transformation du secteur industriel, intégrant notamment le principe directeur de territorialisation de la politique industrielle et la création d'un dispositif concerté, efficient et viable de financement de l'accélération du développement industriel du Sénégal. Abordant la question de la nouvelle politique budgétaire du Sénégal, le président de la République a fait savoir que l'exploitation des ressources pétrolières et gazières de notre pays va changer le profil stratégique et les instruments techniques de nos finances publiques. Le prochain débat d'orientation budgétaire sera l'occasion pour le gouvernement de décliner devant l'Assemblée nationale la nouvelle stratégie des finances publiques. Le chef de l'État a rappelé au gouvernement son attachement à la transparence, à la reddition des comptes et à une gouvernance sobre axée sur les résultats, d'où son ambition d'asseoir une politique budgétaire crédible qui renforce les ressources de l'État et rationalise en permanence les dépenses publiques. Il a demandé à ce titre au Premier ministre d'intensifier l'exécution d'un plan spécial de rationalisation des dépenses de fonctionnement dans les secteurs publics et parapublics et de veiller avec le ministre en charge des Finances et du Budget à la qualité des dépenses publiques. Il a indiqué que les ressources publiques doivent impérativement être orientées vers le financement de l'investissement productif et les interventions sociales prioritaires. Le président de la République a en outre souligné l'urgence de mettre en œuvre une stratégie innovante d'amélioration de la mobilisation des recettes fiscales et non fiscales. Il a aussi appelé à la mise en œuvre d'une politique de subvention juste et transparente et à l'application rigoureuse d'un programme de rationalisation des exonérations
avec notamment l'actualisation du Code des investissements et de la législation fiscale aux besoins. Il a, à cet égard, rappelé l'impérieuse nécessité d'une digitalisation intégrale et d'une interopérabilité des systèmes d'information des régies financières, ainsi que la généralisation intensive du paiement dématérialisé des impôts et taxes, source de transparence, d'efficacité, d'efficience et de qualité du service public. Par ailleurs, le chef de l'État a invité le Premier ministre à veiller au suivi interne et interministériel des programmes budgétaires validés et à l'opérationnalisation intégrale du contrôle de gestion dans les ministères en vue de faciliter, d'une part, la présentation à temps des rapports annuels de performance et du projet de loi de règlement de l'année N-1 et, d'autre part, l'évaluation des politiques publiques, prérogative constitutionnelle de l'Assemblée nationale depuis 2016. Il a également appelé à l'apurement de la dette intérieure objective et à la bonne maîtrise de l'endettement du Sénégal, évoquant le renforcement de la lutte contre la drogue au Sénégal. Le président de la République a saisi l'occasion de la célébration ce 26 juin de la Journée mondiale contre l'abus et le trafic de drogue pour féliciter les forces de défense et de sécurité, auteurs des résultats remarquables obtenus ces derniers mois. Il a demandé au gouvernement, particulièrement au ministre de l'Intérieur, de poursuivre avec efficacité la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, tout en renforçant la sensibilisation des populations, notamment les jeunes, sur le fléau. Le chef de l'État a exhorté le gouvernement à s'atteler sans délai et de manière inclusive à la révision et à l'actualisation rapide du Code des drogues. Au titre de son agenda, le président de la République a fait part de sa visite au niveau de la plateforme pétrolière de Sangomar. Il a aussi évoqué sa participation au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale tenu le 20 juin 2024 à Paris. Le chef de l'État a particulièrement attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à la réussite de la plateforme que l'Institut Pasteur de Dakar est en train de finaliser à Diamniadio avec le soutien de l'État et des partenaires pour un investissement de plus de 250 millions de dollars. En marge du forum, le président de la République a discuté avec le président Emmanuel Macron de questions d'intérêt commun touchant à la coopération franco-sénégalaise et de la nécessité de rénover les relations entre les deux pays. Le séjour à Paris du chef de l'État a été également marqué par des entretiens, notamment avec le président Paul Kagame du Rwanda, la secrétaire générale de la francophonie, le directeur général de l'OCDE, le président du développement global de la fondation Bill Gates, la commissaire de l'Union européenne chargée des partenariats, le directeur général de l'AFD, le président du groupe Eiffage. Avant son retour au Sénégal, le président de la République a rencontré la communauté sénégalaise en plusieurs groupes. À l'entame de sa communication, le Premier ministre a évoqué l'impérieuse nécessité pour les départements ministériels concernés d'accorder une attention particulière aux actions requises en matière de sécurité civile, notamment pour la prévention des inondations, des noyades pendant les vacances, ainsi que des chavirements de pirogues de pêche causés par les intempéries. Dans ce cadre, il a appelé à rendre opérationnel avant l'installation de la saison des pluies sur l'ensemble du territoire national le système d'alerte des risques d'inondation ainsi que la cellule de crise et d'alerte pour une prise en charge efficace, notamment du soutien social, des impacts sur la circulation routière et des risques d'électrocution. Il a également invité le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à prendre les dispositions requises en vue d'une surveillance efficace des plages. Abordant le second point de sa communication, le Premier ministre a informé le Conseil que, conformément à la décision de Monsieur le Président de la République,
d'organiser la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais et africains en 1944 au camp de Thiaroye. Un comité ad hoc chargé des préparatifs de l'événement sera mis en place. Le rapport de ce comité sera soumis à sa haute attention au mois de septembre 2024. Le Premier ministre est également revenu sur les mesures de baisse du coût de la vie entrées en vigueur le lundi 24 juin 2024. À cet égard, il a demandé au ministre de l'Industrie et du Commerce de veiller à la mobilisation de ses services en vue du strict respect des prix sur l'ensemble du territoire national. En particulier, il a souligné la détermination du gouvernement à poursuivre les investigations afin de tirer au clair les constats de pratiques commerciales douteuses par certaines entreprises, en commençant par celles évoluant dans la minoterie. Il a en outre exhorté le ministre de l'Industrie et du Commerce à entreprendre les démarches nécessaires en vue de finaliser les travaux d'élaboration des projets de décret et d'arrêté d'application de la loi numéro 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection des consommateurs. Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé au ministre l'exigence de veiller à la mise en œuvre de la plénitude de leurs attributions en matière de tutelle technique et financière des entités du secteur parapublic au regard des pratiques de mauvaise gouvernance caractérisées relevées. À cet effet, il convient d'asseoir une communication claire et ferme sur les attentes en la matière en recevant les directeurs généraux, directeurs et premiers responsables de ces entités pour réitérer les exigences de Jubal, de Jubanti et de culture de résultats comme règle fondamentale de gestion. La vigilance doit également être systématiquement exercée sur le fonctionnement optimal des organes de contrôle interne, des organes délibérants, ainsi que des comités spécialisés des 10 organes en matière d'audit et de rémunération. Il en est de même de la tenue régulière des réunions de pré-conseil des entités du secteur parapublic dotées de conseils d'administration ou de surveillance. Enfin, le Premier ministre, après s'être félicité des actions entreprises à chaque fois que de besoin par les ministres concernés depuis l'installation du nouveau gouvernement, notamment en termes de proactivité et d'écoute, a souligné l'impérieuse nécessité pour les entreprises de respecter les accords conclus avec les populations locales et de répondre à leurs préoccupations légitimes, tout en demandant à ces populations de s'abstenir de tout acte de nature à porter préjudice à l'activité économique. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait une communication portant sur le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait le point sur les principaux résultats du recensement général de la population et de l'habitat RGPH5 et a annoncé la présentation prochaine du document relatif à la transformation systémique du Sénégal. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait le point sur la stabilisation de l'année universitaire et le lancement du premier satellite du Sénégal. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait le point sur la préparation de la journée nationale Setal Sunu Réew, prévue le 6 juillet 2024. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur le dispositif de sécurité sanitaire des pèlerins durant la phase de retour au Sénégal. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de règlement gestion 2023, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Bureau d'information et de communication du gouvernement, BIC-Gouv, présenté par le ministre secrétaire général du gouvernement. Le projet de décret
portant code de l'urbanisme, partie réglementaire, le projet de décret portant code de la construction, partie réglementaire, le projet de décret modifiant le décret 2020-986 du 24 avril 2020 instituant une taxe parafiscale au profit du Fonds pour l'habitat social dénommé taxe sur le ciment. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Mohamedou Bamba Diop, ingénieur, statisticien, économiste, matricule de solde numéro 615-996D, est nommé secrétaire général du ministère de l'économie, du plan et de la coopération en remplacement de monsieur Alé Nar Diop, appelé à d'autres fonctions. Madame Ndeye Fatou Lo, conseiller des affaires étrangères, matricule de solde numéro 616-254J, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, en remplacement de Madame Ami Mbaké, appelée à d'autres fonctions. Madame Mariem Gueye, inspecteur principal du Trésor, matricule de solde numéro 624-689A, est nommée directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens. Monsieur El Haj Sall, économiste environnementaliste, spécialisé en audit et contrôle interne, matricule de solde numéro 515-409D, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur El Haj Mamadou Gueye, juriste, matricule de solde numéro 662-513E, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Monsieur Mamadou Boy Diallo, juriste financier, matricule de solde numéro 642-620Z, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Merci beaucoup Aram Dao pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi. Retour sur les championnats d'Afrique d'athlétisme à Douala, au Cameroun. Le Sénégal a obtenu une 3e médaille d'or cet après-midi avec Salissar au triple saut. Elle a fait un saut de 14,6 m au relais 4x400. Par contre, notre pays n'est pas monté sur le podium. Les détails avec Ibrahim Mboup. L'hymne national du Sénégal retentissant au stade Diapoma de Douala grâce à Salissar, la toute nouvelle championne d'Afrique du triple saut. Joie et fierté après une belle performance. C'est un saut de 14,06 m qui a permis à l'athlète sénégalaise de 21 ans de faire mieux que ses concurrentes. Sa médaille d'or au championnat d'Afrique est le fruit du talent, du travail et de l'abnégation. L'hymne du Sénégal avait retenti auparavant avec la montée de Louis-François Mendy sur la plus haute marche du podium du 110 mètres haies. Il a reçu sa médaille d'or cet après-midi. Le chrono de sa course a changé. C'est 13 secondes 49 au lieu de 48. La fausse note de la journée, c'est la 5e place du Sénégal en finale du relais 4x400 masculin. Les Botswanais l'ont remporté. Chez les dames, le Sénégal a terminé à la dernière place. Les Nigérianes ont montré leur suprématie. Lot de consolation tout de même, Ahmad Faye a décroché hier la médaille de bronze pour le Sénégal au triple saut. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants votre magazine Le Point. Ousmane Garifaye reçoit ce soir Dr Serigne Gueye Diop, le ministre du Commerce. L'information revient aux environs de 23 h. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure.